à tous. Mais voilà, c'est parti pour ce ZCL du 17 février. Bienvenue à tous les téléspectateurs, les auditeurs de Radio Haute Tension et de CDCFM qui nous regardent, à tous nos auditeurs, téléspectateurs de Guadeloupe, de France, de Martinique, un peu partout. Vous êtes en direct sur Canal, mais aussi sur le Facebook Live. Vous pouvez suivre cette émission et avoir le replay si vous avez reçu le début. Alors, aujourd'hui, on va recevoir dans un instant le nouveau président de l'Université des Antilles. Je parlais de M. Michel Geoffroy. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Un peu plus tard, Yvelle Marie, administratrice nationale de la MGN, chargée de la région Antilles-Guyane. Elle est aussi membre du conseil d'administration de la Mutuelle de France. Edith Evrius, elle est naturopathe. Elle va vous donner quelques conseils. Un peu plus tard, Sandy Kéliska et la chronique S2M. Et nous aurons, comme chaque jeudi, une chargée de communication. Il s'agit de Camille Pourré, qui est la chargée de communication de la CCIG. Voilà pour nos invités. En ce qui concerne l'actualité, eh bien, on fera un focus sur la grève de la faim de David Dolumo. C'est un suspendu, entre guillemets, pas pendu, j'ai dit suspendu, par rapport à la situation sanitaire et sociale. Et en ce moment, depuis quelques jours, il est en grève de la faim. Olivier Félix l'a rencontré. La question de l'eau, les chiffres clés important, puisque vous savez que la question de l'eau n'est toujours pas résolue en Guadeloupe. À la preuve, hier, nous parlions de cette région de la Guadeloupe à Gourbert, où depuis 24 jours, les gens n'ont pas une seule goutte d'eau. Incroyable. Signature de la convention de partenariat entre Gourbert et les forces armées. On verra le maire, M. Edmond, tout à l'heure, dans cette émission. Et puis, on aura sa réponse aussi sur les questions de l'eau, puisque, je vous l'ai dit, à Gourbert, la situation est particulièrement compliquée. Et puis, on fera un petit focus, si on a le temps, sur la grève à la SIG. Voilà un peu le sommaire. Merci d'être aussi nombreux chaque midi en Guadeloupe, un peu partout à nous regarder. Alors, je vous l'ai dit, on va recevoir, et il est là, le nouveau président de l'université, des Antilles, qui a été élu il y a à peine 2 jours. C'est sa première visite en ZCL depuis qu'il est président. Ça fait quoi d'être président ? Écoutez, ça fait très plaisir, mais c'est surtout une lourde responsabilité qu'on mesure pleinement. Oui. Alors, l'université, c'est vrai, a eu beaucoup de soucis à un moment avec ça. Aujourd'hui, les choses se sont apaisées de votre point de vue. Enfin, je ne parle pas depuis votre nomination, enfin, votre élection, mais même un petit peu avant. Oui, je pense que là, les principales tensions sont redescendues nettement, qu'il y a eu une prise de conscience aussi de tout le travail qui a été accompli. La mandature précédente à laquelle j'ai participé était quand même, quoi qu'on dise, une mandature de dialogue. Et donc, je pense qu'à force de travail et de rencontres et de concertations, les choses se sont améliorées progressivement. Mais c'est vrai que c'était parti de manière assez rythmée, on peut dire ça comme ça. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Alors, aujourd'hui, l'université que vous héritez, entre guillemets, est dans quelle situation, du point de vue financier, du point de vue des étudiants ? Parce qu'on sait qu'avec la Covid, il y a des étudiants qui sont partis, il y a d'autres qui ne sont pas partis. Quelle est la situation aujourd'hui entre la Guadeloupe et la Martinique ? Alors, ça fait plusieurs questions. Donc, financièrement, l'université est en très bon état. Le compte d'établissement est voté chaque année, il est positif. Donc, nous ne sommes pas endettés, nous ne sommes pas sous tutelle. Donc, on fait partie des universités qui sont saines financièrement. Bien sûr, on voudrait toujours bénéficier d'un peu plus de budget, de fonds. Mais là aussi, c'est à nous d'entamer les démarches nécessaires dans ce sens, bien sûr auprès de l'État, mais aussi auprès de partenariats privés, et donc de se prendre en main. On ne peut pas uniquement être dans une attitude de demande, il faut aussi être innovant et aller chercher les fonds là où ils sont, et puis optimiser les ressources dont on dispose. Concernant les étudiants, nous aurons une réunion avec l'ensemble des doyens lundi, pour mettre en œuvre le retour progressif des étudiants sur les campus, parce que je pense qu'il y a une réelle souffrance dans cet enseignement à distance, même si là les choses sont quand même hybrides, on a des étudiants sur site, mais l'idée c'est que tous puissent revenir dans les salles, dans les amphithéâtres, dans les bibliothèques, etc. Oui. Alors, il y a quelques années, quand on parlait de l'Université des Antilles, avec la création du campus de Saint-Claude, on avait le sentiment que c'était une charge à l'université, jusqu'à Saint-Claude, etc. Est-ce qu'à ce niveau-là, ça s'est remis en place progressivement et que Saint-Claude est devenu une partie réelle de cette université ? Enfin, pour ma part, Saint-Claude a toujours été une partie de l'université depuis que Saint-Claude existe, le campus du Camp Jacob. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons transformé il y a très peu de temps ce département pluridisciplinaire qui était une des 2 composantes de Saint-Claude, qui contient l'IUT et maintenant la faculté Roger Thomson, qui est une faculté de plein exercice. Donc au contraire, Saint-Claude, le Camp Jacob monte en puissance aussi bien à l'IUT qu'à la faculté des humanités caribéennes
Roger Thompson. Donc ce n'est pas une charge pour... ce n'est pas une charge, c'est une chance, M. Zandronis. Saint-Claude est une chance pour la Guadeloupe, une chance pour l'Université des Antilles. C'est une chance. Non, je vous dis ça parce que je suis Saint-Claudien. Alors vous pensez bien que quand j'ai su ça, j'étais très content. Mais j'étais très content aussi et nous sommes très contents. Et je salue tous les collègues et les étudiants du campus du Camp Jacob à Saint-Claude. Et les collègues n'ont plus de mal à aller jusqu'à Saint-Claude, comme j'entendais quelquefois dire? Non seulement ils n'ont pas de mal, mais il y a aussi des collègues qui sont rattachés dans d'autres composantes, notamment à Fouillol, et qui dispensent des enseignements à Saint-Claude de façon hebdomadaire, plus ou moins régulièrement. Donc non, il n'y a aucun souci. 60 km, c'est pas la mer à boire. Mais non, sûrement pas. Surtout à Saint-Claude. Et voilà, et puis Saint-Claude, c'est un beau climat, la vue est magnifique, il fait frais. Non, c'est très agréable comme campus. Et puis c'est un lieu historique. Oui, c'est vrai, on le sait. C'est un campus magnifique, l'un des plus beaux de France, je crois. Oui. Alors, autre chose, sur l'intégration de notre université dans la Caraïbe. Alors ça, c'est une ouverture nécessaire et j'ai presque envie de dire indispensable. Qu'est-ce que vous allez porter de plus par rapport à ce qui existe déjà? Alors, ça fait partie du programme présidentiel que j'ai porté avec mes deux colistiers. Et donc, il s'agit d'ouvrir l'Université des Antilles au monde. Et une des premières démarches, bien sûr, c'est d'aller vers la Grande Caraïbe, puisque ce sont nos voisins immédiats, donc de la Floride au Venezuela, en passant par tout l'arc antillais et puis même l'Amérique centrale. Donc là, il est question d'augmenter le nombre d'étudiants étrangers qui viennent chez nous. Donc on en a un peu moins de 1000 sur 14 000 étudiants. Donc il faut augmenter un petit peu. C'est pas mal, mais il faut quand même aller plus loin. Il faut permettre à nos étudiants également d'effectuer des semestres dans les universités, notamment de la Caraïbe. Donc là, pour l'instant, existe le programme Erasmus. Donc là, on est avec l'Europe principalement. Donc, mais on est en train de mettre en place un programme Erasmus Caraïbe pour permettre ces flux entrants et sortants d'étudiants. Oui. Alors, l'autre aspect qui semble important, c'est la recherche. Alors, où en est-on au niveau de la recherche? Puisque généralement, dans les universités, il y a des laboratoires qui font des recherches dans différents domaines. Est-ce que je sais qu'au niveau des Sargasses, il y a des choses qui sont faites? Comment en est-on aujourd'hui? Université pluridisciplinaire, donc une recherche foisonnante dans toutes les disciplines, en santé, en sciences, en lettres, en sciences humaines, en droit. Pardon? En moyen? C'est-à-dire en moyens. C'est-à-dire que de la recherche, il faut des moyens aussi. Oui, il faut des moyens, mais vous savez que les moyens de la recherche sont souvent issus d'appels à projets. Oui. Donc il y a des appels à projets européens, internationaux, nationaux, régionaux. Et là, les chercheurs répondent à ces appels à projets et lorsque le résultat est positif, donc ils reçoivent des financements pour ces appels à projets, de ces appels à projets pour monter leur recherche. Alors, politiquement, j'ai cru comprendre, j'ai entendu ça souvent de fois de la part des politiques, que finalement l'université de médecine allait de plein exercice d'ici quelques années avec l'ouverture du CHU des Abîmes. Est-ce que c'est un projet encore ou est-ce que quelque chose est en train de se mettre en place? Ce n'est plus un projet, c'est une réalisation, M. Zandronis. C'est déjà fait. Donc nous avons eu l'autorisation de la part des tutelles et donc de l'État de la complétude de la faculté de médecine, c'est-à-dire que maintenant nous aurons également le deuxième cycle qui sera, donc les étudiants pourront commencer du début à la fin leurs études de médecine, alors que maintenant ils doivent partir au milieu et parfois ils ne reviennent pas. Et donc c'est à la rentrée 2023, septembre 2023, ce deuxième cycle va commencer à fonctionner. Dès septembre 2023? Oui, on a déjà l'autorisation, mais nous avons choisi de façon... en appliquant certaines règles de bon sens, de ne pas commencer tout de suite parce qu'il faut un temps de préparation pour mettre en place les choses. Et progressivement, toutes les années du deuxième cycle vont ouvrir. Et donc oui, on a déjà l'autorisation et en septembre 2023, ça commence. Ça veut dire qu'un étudiant aujourd'hui qui est en train de passer son bac, qui pensait aller à Montpellier, voilà, lui, il peut rester, tout à fait. Il peut rester pendant tout son cursus. Et donc ce n'est pas le même projet que le campus santé auquel je crois que vous avez fait allusion, qui lui est un campus qui va accueillir les études médicales et paramédicales à côté, en proximité du nouveau CHU. Donc ça, c'est un projet qui a bien démarré, mais qui prendra quelques années. C'est du bâti avant d'être livré. Et là, je remercie la région pour son accompagnement dans ce projet, d'ailleurs, dans le financement de ce projet. Vous prenez une université en forme, j'ai envie de dire, et qui donc, parce que beaucoup de nos étudiants partaient à l'étranger pour pouvoir faire les études, et les parents disaient, ouais, je préfère envoyer mon enfant, etc. Qu'est-ce qui va être fait pour attirer nos étudiants ou les garder en Guadeloupe désormais? Que ce soit en lettres, que ce soit en sciences ou dans un domaine que vous connaissez, dans les sciences exactes, les mathématiques, etc. Qu'est-ce qui va être fait à ce niveau-là? Alors, la tendance est déjà très bonne, puisque lorsque nous sommes arrivés à la précédente mandature, donc en 2017 avec le président Jonqui, nous étions un peu moins de 12 000 étudiants. Là, nous sommes à 14 000 étudiants.
Et ça a progressé du début à la fin. Donc, ce n'est pas uniquement un effet pandémie ou Covid qui aurait pu justifier que les étudiants, finalement, soient moins mobiles. Donc, on est déjà dans cette phase ascendante. Donc, on va continuer notamment à communiquer, à offrir des formations en lien avec les besoins de nos territoires d'une part, mais aussi des formations de qualité pour que les étudiants puissent les valoriser même à l'extérieur s'ils le souhaitent. C'est pas mauvais de partir, hein, c'est pas mauvais de partir, mais nous on souhaite effectivement garder nos bacheliers, nos étudiants chez nous, mais en attirer d'autres aussi. Oui. Donc quand il y en a qui partent, il faut qu'il y en ait qui arrivent. Tout à fait. Alors la semaine dernière ou l'autre semaine, pendant votre élection, je crois, la presse française a sorti un classement des universités françaises et l'université de la Guadeloupe n'est pas classée. Comment vous expliquez ça? Alors, c'est simple parce que l'université de la Guadeloupe n'existe pas, donc elle ne peut pas être classée. Enfin, l'université des Antilles, excusez-moi, j'ai pas un pseudo. J'ai vraiment fait. Je vous en prie, monsieur. Quelquefois, ça arrive. Bon, l'université des Antilles, on va dire. Voilà. Donc, en fait, il y a des indicateurs pour être classé. Oui. Donc, quand vous n'êtes pas classé, ce n'est pas forcément que vous êtes mauvais, c'est que vous n'avez pas intégré ces indicateurs. Par exemple, on parlait d'ouverture sur la Caraïbe. Oui. Un des indicateurs de classement des universités est l'internationalisation des formations. Oui. Ça signifie qu'il faut rentrer dans certaines démarches, notamment en termes d'accueil d'étudiants étrangers, de coopération, mais également d'accueil d'enseignants étrangers. Oui. Donc, une fois qu'on a entamé ces démarches, on est susceptible, on peut espérer rentrer dans un classement. Et pourquoi on n'avait pas justement intégré ces paramètres? Alors, pour le passé, je n'en sais rien, mais en tout cas pour la précédente mandature, nous étions en train de construire une université nouvelle, l'Université des Antilles, qui a été créée en 2015. Donc il fallait restructurer, nous étions dans les fondations. On ne peut pas, dès le départ, prétendre à ce genre de démarche alors qu'on a des choses qui ne fonctionnent pas et des choses qu'il faut mettre en place, des statuts qu'il faut appliquer. La loi a encore changé entre 2015 et maintenant, notamment pour l'élection du président. Maintenant, il est élu avec ses vice-présidents de pôle, parce qu'on a constaté que c'était une source de problème, l'ancien mode d'élection du président et des vice-présidents. Donc, vous voyez, on est encore très jeune, donc il faut qu'on se structure. Mais maintenant, après 5 ans de travail acharné, on est en mesure de prétendre à ce type de démarche pour aller vers des classements et une reconnaissance internationale, et c'est notre objectif. Ça signifie que le prochain classement devrait se retrouver? On va déjà commencer, donc j'espère que durant cette mandature, on pourra cocher toutes les cases pour présenter un dossier et puis être éligible à un classement. Mais il faut bien commencer, donc on va démarrer, bien entendu. On a beaucoup d'ambition pour cette université. Alors, la question sensible, est-ce qu'il faut une université Antilles ou bien il faut une université de Guadeloupe et de Martinique, un peu comme la Guyane qui est partie il y a quelques années? La réponse est claire, il faut une université des Antilles. Pourquoi? Parce que nous sommes, lorsque nous travaillons ensemble, et c'est ce que nous faisons, contrairement à ce qu'on pourrait parfois entendre, on a beaucoup plus de force de travail, on n'est pas très nombreux, donc ce n'est pas une question tellement de masse critique, mais c'est quand même une question tout de même d'effectifs. Nous avons besoin d'être suffisamment nombreux pour affronter certaines problématiques, notamment en matière de recherche. Oui. Quand vous êtes 5 ou 6, vous ne pouvez pas aller bien loin. Si vous êtes une quinzaine, déjà, c'est toujours pas énorme, mais là, quand même, on peut structurer des choses. Donc, il ne faut pas penser qu'en se séparant en 2 entités distinctes, on aura 2 fois moins de résultats. On va passer parfois de tout à 0. Donc, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Oui. Il y a des choses auxquelles on ne pourra plus prétendre. Donc on ne va pas diviser par 2. On va carrément disparaître sur certains aspects. Oui. Parce que j'ai vu quand même que la question était souvent posée ici, que numériquement, on n'était pas suffisamment nombreux pour être université. J'ai vu des universités françaises, Corse, entre autres, qui sont moins nombreux. Oui. Il y a des universités avec 3000 étudiants. Voilà. Nous sommes 14 000. On est clair là-dessus. Mais seulement, il faut voir ce qu'ils arrivent à faire. Oui. En général, ce sont surtout aussi des satellites, parfois, de plus grosses universités qui ne sont pas très loin. Donc, ils partagent des choses avec d'autres universités, mais qui sont accessibles par la route, par le train. Donc un étudiant, même s'il est inscrit dans une petite université, il y a des conventions avec une plus grosse qui est juste à côté. Oui. Mais nous, à 300 km, à 200 km de nous, il n'y a rien. Oui. Enfin, il n'y a pas d'université française. La plus proche, c'est la Guyane. Oui. Et donc, à l'université des West Indies, le lionnage évident et nécessaire est déjà établi. Il y a déjà des collaborations, mais on va justement renforcer tout ça. On a beaucoup de projets en cours. Donc là, on va structurer l'équipe présidentielle, on va renforcer le bureau des relations internationales et on va poursuivre des choses qui ont déjà été entamées. On va monter en puissance dans cette partie internationale. Alors, vous savez que cette émission est vue en ce moment même en Martinique, parce qu'on a beaucoup de téléspectateurs martiniquais. Je vais poser la question. Les relations entre le pôle Guadeloupe et le pôle Martinique ont été un petit peu tendues, même avant les élections. J'ai entendu beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire est-ce que vous avez rassuré les Martiniquais qui nous regardent, mais quel est le message que vous pouvez leur faire passer?
Le message, c'est d'abord corriger ce que vous venez de dire. Il n'y a pas de relation tendue entre... Il y a eu quand même un moment. Non, il n'y en a pas eu. Je suis vraiment désolé de le dire, il n'y en a pas eu. Ce qu'il y a eu, c'est des personnes, en Guadeloupe ou en Martinique, enfin des deux côtés, qui peut-être ne s'entendaient pas ou étaient en contradiction, en opposition. Donc, comme il y a des personnes qui sont sur un même territoire qui peuvent être en opposition. Mais là, on ne dit pas qu'il y a un problème entre Saint-Claude ou Camp-Jacob et Fouillol. On dit juste qu'il y a deux personnes qui ne sont pas d'accord. Donc là, il y avait des désaccords entre des personnes qui étaient sur des territoires différents, c'est tout. Mais la communauté universitaire, les étudiants s'entendent très bien, les collègues travaillent ensemble, enseignent ensemble, construisent des formations ensemble, effectuent de la recherche ensemble. Il n'y a pas de problème entre Guadeloupe et Martinique. Il n'y en a pas. Donc il y a des gens qui veulent effectivement surfer sur ces choses-là. Mais ce sont des personnes qui utilisent ce type d'éléments à des fins politiques. Mais ça ne s'appuie sur aucune réalité. Donc non, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de problème au sein de l'université entre la Guadeloupe et la Martinique. Il n'y en a pas. Parce que sur la question, souvent, j'ai pu comprendre, j'insiste là-dessus pour que les choses soient claires, j'ai pu comprendre quelquefois au niveau financier, sur l'équilibre financier, Martinique disait oui, que la Guadeloupe est en train de tout prendre, etc., et de ne pas financer ce qui se passe en Martinique. Ce sont des postures politiques. Quand on regarde, mais bien sûr, quand on regarde les faits, vous avez... il n'y a pas ce genre de situation. Elle est équitable. La répartition est totalement équitable. L'université prend en charge au niveau central, lorsqu'un pôle universitaire est en difficulté, l'université prend les choses en charge. L'université a payé des deux côtés, à des moments différents, plus de 200 000 euros de facture, par exemple, d'électricité. C'était le même poste de dépense des deux côtés. Ça ne s'est pas fait au même moment. Mais les pôles se sont retrouvés étranglés, l'université a pris ses responsabilités et a assumé ses responsabilités. Donc non, il n'y a pas d'inéquité dans la répartition des moyens, ni dans le traitement des pôles. Nous avons construit une faculté de plein exercice en lettres, sciences humaines, donc humanité caribéenne, Roger Thompson à Saint-Claude, et doté la Martinique d'une faculté des sciences de plein exercice également. Ça s'est fait à 1 an, peut-être même pas d'intervalle, dans le même mandat. Donc il y a une égalité de traitement. La faculté de médecine, elle sera guadeloupéenne ? La faculté de médecine, elle est antillo-guyanaise. Son siège est à Pointe-à-Pitre, son siège est à Fouillol, mais elle est antillo-guyanaise parce qu'elle est aussi implantée à l'université de Guyane. D'accord. Donc les 3 territoires sont concernés par cette faculté de médecine. Donc on retrouve une sorte, j'ai envie de dire, d'apaisement à ce niveau-là entre les pôles, parce qu'aujourd'hui, avec votre nouvelle mandature, il y a aussi la façon de fonctionner qui change un petit peu par rapport à autrefois. C'est-à-dire vous êtes élu avec 3 personnes. Ah oui, bien sûr. Donc là, oui, ça c'est un facteur d'apaisement et c'est bien que le gouvernement et le Parlement aient aussi compris que c'était une nécessité d'aller dans cette direction. Donc là, on part avec une équipe soudée, une vice-présidente du pôle Guadeloupe, un vice-président du pôle Martinique, et on s'entend parfaitement et on a une vision partagée pour cette université. Oui. Vous êtes optimiste sur l'avenir ? Totalement. Totalement. Mais c'est le travail qui fait ça. Oui. C'est pas la chance ni l'espoir, c'est par le travail qu'on est optimiste. Donc, comme on dit, vous êtes déjà dans le métier Totalement. Totalement. Oui. Alors, c'est la dernière question. Quelle va être, globalement, sur quoi vous allez commencer votre présidence ? Votre mandature. Là, comme je vous l'ai dit, c'est le retour des étudiants sur les campus. C'est fondamental. C'est pas un projet stratégique, mais c'est quelque chose de très important. C'est pour ceux qui décrochent notamment. C'est très important qu'ils reviennent sur les campus. Il faut bien comprendre qu'en septembre, nous étions totalement confinés en raison de la pandémie. Donc la rentrée s'est faite à distance. Donc les étudiants de L1 de première année qui sortaient du lycée n'ont quasiment pas mis les pieds à l'université. Donc ils n'ont quasiment pas eu de cours face à leurs enseignants. Ils étaient à distance avec les plateformes numériques. Donc ça, c'est important qu'ils puissent s'approprier les lieux. Donc ils sont venus par petits bouts pour des épreuves, pour des travaux pratiques, pour ceux qui en ont. Mais il faut remédier à cela. Donc si la situation sanitaire continue de s'améliorer, nous, de toute façon, on lance les opérations de retour sur les campus. La grosse polémique qu'il y a eu sur la licence des arts, elle est oubliée, effacée, résolue parce j'ai entendu beaucoup de choses. Surtout vous, M. Zandronis. J'ai l'impression que votre plateau était un lieu de... il fallait donner la parole à tout le monde, c'est ça l'équité. Mais c'est bien, vous avez bien vu que je ne suis pas venu discuter de ça. Oui, je me souviens. C'était un petit peu la même tendance qui venait s'exprimer. Donc oui, le problème est résolu. On avait une licence qui ne fonctionnait pas, qui ne
répondait pas aux critères, aux standards nationaux de délivrance de diplôme. Donc, dans l'incapacité de fournir un service correct aux étudiants, on a préféré arrêter. Donc on a fait tout ce qu'on pouvait pour les promotions en cours, pour que le diplôme ait une valeur, mais on a bien vu qu'on ne pouvait pas continuer dans ces conditions. Donc on l'a transformée, cette licence. Maintenant, c'est une licence qui va plus aller dans l'ingénierie de la culture et de l'art, donc pour accompagner donc, les artistes. Et c'est dans nos compétences, parce que nous ne sommes pas un conservatoire ni une école de musique ou de danse. Mais écoutez, je vous remercie d'être venu dire tout ça. Merci à vous. Je sais très bien qu'il y aura des retours. Vous imaginez bien les gens les concurrents à la présidence voudront s'exprimer. De toute manière, ils auront l'occasion s'ils le souhaitent. Je le dis devant vous et je le dis ouvertement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça ne pose aucun problème, monsieur Landronis, heureusement. D'accord. Donc, merci d'être venu. Il est 12h58. On va rapidement passer à l'actualité. La grève de la faim de David Deloumo qui dure depuis déjà une semaine. Olivier Félix, c'est parti. J'ai reçu effectivement un mail le 26 octobre me disant de venir récupérer un courrier à la direction générale. Mais moi, c'est pas comme ça qu'on fonctionne dans la fonction publique. Donc, j'ai pas été récupérer ce fameux mail et je suis resté effectivement dans mon travail, en train de travailler normalement. Et justement, j'ai des amis qui étaient déjà en mouvement qui me disaient Dédé, yo payé. On dit, pas quoi ça, puis c'est mon travail. Et quand on a écouté loi là qui a bien dit effectivement que si ou suspendre, ça veut dire de facto ou pas ni salaire. Ou pas ni salaire puisque ou pas travailler. Donc on a toujours dit ces collègues-là, mais là, pour ça, on dit, pas inquiétez, moi on travaille, yo payé. Et en cas où vous s'ouvrez en courrier, qui a dit moi qu'on suspend. Il faut savoir que pendant la suspension, nous étions déjà en grève à Bema au niveau à la poste. Donc nous étions recevoir courrier en nous en retard. Et là, après ça, on dit mais non, ça n'est pas possible. Donc on dit ah ouais, on peut prendre ça comme ça. Donc on continue, on allait, on fait biter en moins. Et puis on commençait à rentrer en mouvement là avec ces bougas, on viendrait plus régulièrement. Et on joue cadre à la pharmacie, qui a quasiment Denis, senti Jean Red, mais là actuellement, ou grisé, ou pas si la base agir. Ou grisé, ou pas si la base agir. Le fait qu'on pas si la base agir, ça veut dire qu'on pratiquement sorti de base là. Donc on dit non, ça peut être fait comme ça, en qui rentre en mouvement, et on déjà mis un cheminement en tête en moins. Parce qu'effectivement, depuis qu'ils mettent loi là, ça, du 5 août 2021, on déjà savent que ces messieurs-là, ils ont jusqu'au bout dans qu'on y a. Donc, on te dit, madame, si jamais on joue, ils suspendent moins. Et qu'on a trouvé ça moins injuste, pour moi, c'est injuste, on aille jusqu'en bouteille et on fait une grève de la faim. Donc, cheminement là, ça, nous arrivons bout à partir de samedi. Samedi 12 février, on a décidé de rentrer en lutte différemment. Attention, l'obligation vaccinale sera abrogée, mais pas pour les soignants. D'après ça, entendre des collègues dire, il semblerait que M. Laka dirige en haut là, c'est ça il dit. Dans d'autres médias, il dit que tant que l'obligation vaccinale présente pour les soignants, il peut réintégrer pour le monde. C'est ça entendre. Moi, qui fait grève de la faim, jusqu'à ce qu'au moins, il y aurait intégré collègues en moins, il y aurait intégré moins. Et en cas bien dit ça devant caméra, pas crier Denis Deloumo tout seul, crier tous les suspendus de la Guadeloupe, et les libéraux, et les pompiers, et c'est là qu'il a là. Alors je rappelle quand même qu'il y a au centre hospitalier universitaire près de 200 personnes qui sont suspendues, et précisément demain, dans l'émission, dans le ZCL, vers 13h20 à peu près, on va recevoir, comme d'habitude, notre juriste spécialiste de l'obligation vaccinale. Je vais parler de Madame Isabelle Faye, qui décrypte ce sujet. Et sa chronique sera spécialement consacrée au décryptage des propos de M. Cotellon la semaine dernière sur RCI. Donc rendez-vous demain vers 13h30, Joketon, Isabelle Kaï Décatier, c'est bien le terme en créole, Kaï Décatier, tout ça, côté l'on dit, semaine passée à CRCI, et Kaï Météi là, et Kaï au point pour montrer
Qu'à qui vrai dans ça, qu'à qui pas vrai. Alors rendez-vous demain à partir de 13h20 dans la rubrique C'est quoi cette affaire. C'est Isabelle Faye, nous avons fait ça demain. À tout à l'heure, 13h02. On prend une pause et on se retrouve tout à l'heure. Bien, voilà, il est 13h10 et nous allons recevoir successivement tous nos invités. Yvelle Marie, bonjour. Bonjour. Elle est administrative nationale à la MGN, chargée de la région Antilles-Guyane, et aussi vous êtes au conseil d'administration de la mutuelle. Secrétaire général de la mutualité française de Guadeloupe. De Guadeloupe, c'est oui. Bien. Edith Evrilus, naturopathe, bonjour. Bonjour. On parlera de quoi aujourd'hui? On continuera sur la réflexologie plantaire, puisque l'autre fois, on n'avait pas eu le temps de terminer. De tout dire. Et là, j'ai pris des petites notes, puisque j'ai eu beaucoup d'appels, parce que les gens sont très intéressés par cette technique de soins. On va recevoir Corinne Lombard, elle est médiatrice sociale. Bonjour. Bonjour Danick. Bonjour téléspectateurs aussi. Merci. Avec elle, on parlera des grands frères qui sont en prison et donc feront un témoignage, va nous expliquer un petit peu qui étaient ces grands frères. On va en parler. Alors, on commence avec la mutualité tout de suite. Générique, c'est parti. Yvelle Marie d'être avec nous, puisqu'on va parler aujourd'hui du pouvoir de vivre. C'est bien cela. Le pacte du pouvoir de vivre. Le pacte du pouvoir de vivre. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que moi, je ne savais pas. Alors, le pacte du pouvoir de vivre, c'est une alliance qui a été initiée il y a environ 3 ans par un groupe d'organisations qui sont des actrices majeures dans le domaine de l'environnement, de la lutte contre la pauvreté, le soutien aux migrants, le monde étudiant, le monde du travail, l'éducation populaire, l'économie sociale et solidaire, et bien évidemment la mutualité fait partie de cette alliance. Ce qu'on peut noter, c'est la volonté du pacte du pouvoir de vivre de participer à l'élection présidentielle, non pas pour être candidat, ni pour être élu. Présidentielle française qui vient. Oui, ni pour, non pas pour non plus soutenir un candidat, quand même. Mais pour s'assurer que certains sujets fondamentaux sont bien à l'ordre du jour et on voit au chapitre pour l'élection présidentielle. Alors, les sujets qu'on peut évoquer, ils sont multiples, mais je peux évoquer par exemple comment investir dans la transition écologique tout en préservant l'emploi, ou encore partager les richesses pour plus de justice sociale, ou encore comment montrer qu'une société qui protège mieux est possible. Donc, les membres du pacte du pouvoir de vivre, ils ont élaboré 90 propositions. Ces propositions, elles sont communes aux membres, elles sont issues d'un travail collectif et elles ont pour but d'être reprises, d'être débattues, d'être discutées. Et en fait, pour pouvoir conforter tout cela, le pacte du pouvoir de vivre a sollicité les citoyens pour avoir leur avis, pour qu'ils contribuent et pour qu'ils formulent également des vœux par rapport à leurs besoins et leurs aspirations. Alors, quelles sont les propositions de ce pacte, justement? Alors, il y en a 90, donc je ne vais pas les citer. D'accord. Puisque sinon, on sera encore là ce soir. Mais pour toutes les connaître, moi, je vais vous inviter à vous projeter sur le site pactedupouvoirdevivre.fr, comme ça se prononce, pour en avoir le détail. Pactedupouvoirdevivre.fr. Et je peux vous en citer quelques grandes thématiques. Le pouvoir de préserver la biodiversité, le pouvoir de se nourrir sainement, le pouvoir de vivre dignement,
On parle aussi du pouvoir de vivre dans un logement confortable, économe en énergie. C'est tout à fait d'actualité. Le pouvoir de financement privé mis au service du bien commun, mais également le pouvoir de se soigner et d'être accompagné. Et là, la Mutualité française... et il y a un candidat qui rassemble toutes ces demandes? On va en parler tout à l'heure. Alors, justement, quelle est la place de la santé? De quoi il s'agit exactement? Alors, place de la santé, vous le savez, je vais commencer par vous dire que les Français et les Guadeloupéens, en particulier, sont très soucieux de leur protection sociale, de leur santé et des questions en lien avec l'accès aux soins. Donc, Place de la santé, c'est un dispositif que la Mutualité française a mis en place dans le cadre des élections présidentielles, et ça pour la deuxième fois, puisque à la précédente édition, nous l'avions fait également, pour aborder les sujets de santé, les sujets de protection sociale. Et donc, ce qui se passe, c'est que le 1er mars, dans quelques semaines, la Mutualité française convie à un grand débat, un grand oral, l'ensemble des candidats à la présidentielle au Palais Brongniart à Paris. Donc, cet événement sera diffusé sur placedelasante.fr, qui est notre site dédié à cette manifestation. Et tout citoyen, tout Guadeloupéen pourra participer, en tout cas assister à ce débat. À travers ce site, les candidats à la présidentielle viendront débattre de leur programme en matière de santé et de protection sociale. Ils seront interrogés par des membres de la Mutualité française, forcément, mais également par des think tanks, ce qu'on appelle des think tanks. Voilà. Oui. Alors, justement, quelles actions préparer? Parce qu'il y a des gens qui écoutent et qui regardent et qui vont se demander mais comment on va préparer ce grand oral? Parce que c'est ça, c'est un grand oral avant ces élections présidentielles, à mesure où il y a, à ma connaissance, pour l'instant, il y a une douzaine de candidats. Je ne sais pas si tout ça, ils vont avoir les 500 signatures nécessaires, parce que c'est assez compliqué en ce moment. Mais le Guadeloupéen qui veut participer ou suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, la Mutualité française donne la parole à l'ensemble des Français, à l'ensemble des Guadeloupéens, et invite chacun d'entre nous à prendre part à la parole sur l'accès aux soins dans notre pays et à partager notre expérience et nos idées sur les questions en lien avec la santé. Donc tout cela, c'est possible sur le site internet placedelasante.fr. Nous y sommes tous invités, que nous soyons patients, aidants familiaux de personnes en situation de handicap ou de malades, ou bien encore citoyens soucieux de contribuer, de donner son avis sur notre système de santé. Donc voilà, moi j'invite vraiment tous les Guadeloupéens à y aller et à donner leur avis et leur point de vue. Ce qu'on peut ajouter, c'est que avant l'échéance présidentielle de 2022, la Mutualité française, ces jours-ci, passe au crible l'ensemble des programmes des candidats en matière de santé et de protection sociale d'accès aux soins. Et dès aujourd'hui, vous avez déjà 7 programmes qui sont décryptés sur ces sujets par la Mutualité française et qui permettront aux Guadeloupéens, aux citoyens de se faire un avis plus aiguisé, plus appuyé sur les programmes des candidats concernant notre santé. Donc je vous invite vraiment à visiter le site placedelasante.fr pour avoir ces décryptages des programmes des candidats, mais également pour pouvoir contribuer, donner votre avis. Alors, est-ce que la Mutualité a des propositions pour ces échéances électorales? Bien évidemment, nous faisons des propositions, nous réfléchissons beaucoup. Nous avons des propositions qui visent à élaborer des protections sociales durables, capables de réduire les inégalités, de répondre aux préoccupations de nos citoyens et d'accompagner les transitions écologiques, numériques et environnementales. Il y a 6 grandes orientations pour ces propositions. Je vais les citer, les 6, ça ira vite. Alors la première, bâtir une politique globale de prévention pour lutter contre les inégalités de santé. Ensuite, on va proposer de renforcer un égal accès aux soins. En troisième point, rendre la santé accessible, inclusive et protectrice du bien-être psychique et physique de chacun. Notre 4e orientation sera de réinventer les solidarités pour favoriser l'émancipation et garantir l'autonomie. Ensuite, en 5e point, on va imaginer et mettre en œuvre les solutions de demain. Et pour terminer, la 6e orientation, rechercher de nouveaux droits dans le respect des règles éthiques et en accordant plus de place à la société civile.
Donc la Mutualité française défend notamment le déploiement de la prévention sur tous les lieux, à l'école, au domicile, sur le lieu de travail. Elle prône également l'organisation d'un accompagnement de la perte d'autonomie qui garantisse la liberté du choix du lieu de vie et qui en même temps limite le reste à charge, puisqu'on sait qu'on a vraiment des restes à charge exorbitants quand on est hors du domicile. Oui. Donc les mutuelles s'engagent également en faveur de la santé mentale et du bien-être psychique et pour démocratiser la prise en charge dans ce domaine. Et enfin, pour terminer, je dirais que la Mutualité française souhaite une meilleure sensibilisation des employeurs et des actifs au risque prévoyance en développant notamment des solutions adaptées à ce risque. Ça va pas être facile pour les candidats à respecter tout ça. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir respecter tout ça, mais... Ou s'engager là-dessus, au moins s'engager. Ils vont être interrogés le 1er mars. Oui. D'autant plus si les citoyens et les Guadeloupéens contribuent sur la plateforme et mettent en avant certains sujets. Parce qu'en matière de santé, on a grand besoin, quand on revoit ce que vous citez, les 6 orientations, il y en a beaucoup qui correspondent vraiment aux besoins de la Guadeloupe d'aujourd'hui. Je pense que tout est à faire et à renforcer sur notre territoire guadeloupéen au travers de ces 6 orientations. Nous avons du travail. Yvelle Marie, on vous remercie. Je vous remercie. Et puis on donne rendez-vous le 1er. Puis j'espère qu'après l'élection, on pourra revenir sur ces questions, savoir quels sont les candidats, leurs candidats qui auront gagné, qui se sont engagés le 1er mars dans le Grand Oral sur toutes ces questions qui semblent très importantes pour la Guadeloupe. Merci en tout cas d'être venu. 13h22. Avant de passer à autre chose, on va passer à l'actualité. Deux problèmes se posent. Ce problème de l'eau, c'est un problème récurrent. La mutuelle n'y a pas pensé? Pas encore. Pas encore. Mais j'ai insisté sur le fait que nous souhaitons une meilleure, que nous puissions nous nourrir sainement, une alimentation saine. Donc l'eau fait partie de l'alimentation. J'imagine. Donc ça fait partie des préconisations. On va regarder le sujet d'Olivier Félix sur les chiffres de l'eau et puis après la réponse du maire de Gourbert, puisque vous savez qu'à Gourbert, depuis 24 jours, il y a une section où il n'y a pas d'eau, les gens même pas une goutte d'eau. Et donc le maire de Gourbert, Claude Edmond, a été interrogé là-dessus. D'abord les chiffres de l'eau et puis après on revient sur les problèmes, la réponse du maire à cette question. À tout de suite. La situation effectivement reste dégradée, encore fragile. Là, comme le préfet le soulignait, ce sont des chiffres qui datent de 2 ans, avec des mesures qui datent de 2019. Donc, il y a des signes d'encouragement. On voit que la situation reste encore compliquée et qu'il y a un énorme travail qui reste à faire. Mais il y a une volonté, en tout cas dans la production de ces chiffres, d'une véritable transparence et d'une connaissance de tous de la réalité de la situation. Nous avançons dans un sens très très favorable, notamment par les travaux qui ont été menés il y a quelque temps, en tout cas au courant de cette année, sur la connaissance patrimoniale de ce réseau. Ce réseau qui est l'un des premiers à poser souci, puisque les fuites d'un réseau relativement vétuste sont celles qui causent des prélèvements tellement importants, 3 fois supérieurs à ceux qu'on devrait avoir sur les milieux, et donc cause cette pression qui aujourd'hui ne nous permet pas de satisfaire cette population. Donc le regard de l'Office et sa technicité est donc au service d'une meilleure gestion de l'eau en Guadeloupe. Cela que les grandes collectivités, aussi bien la région que le département, sont dans un dialogue avec les services de l'État, parce qu'aujourd'hui on estime autour entre 400 et 500 millions d'euros sur l'eau. Il ne faut pas oublier l'assainissement, les problèmes d'assainissement qui sont en train de monter en puissance pour que l'État puisse nous accompagner de manière significative à faire l'ensemble des travaux et d'un seul tenant. Et évidemment, le dialogue est engagé. On a un gouvernement, je dirais, ouvert à la question, puisqu'il voit l'effort que nous faisons de manière conséquente sur le terrain. Il fallait donner des gages de structuration en profondeur du service public de l'eau et de l'assainissement. Le syndicat unique a été créé, la montée en puissance du syndicat, les collectivités derrière, puisque pour l'année 2022, la région et l'État vont financer un prêt de 50 millions d'euros au syndicat unique de l'eau en garantie. Donc voilà, tout est mis en œuvre pour qu'on puisse retrouver, en tout cas, avoir un service public de l'eau, je dirais, 2.0.
L'effort est encore considérable. La confiance, nous mettons du temps, nous mettrons certainement du temps à la retrouver. Nous demandons à la population de faire confiance à tous ceux qui, autour de ce nouvel outil SMGAG, sont tout autour afin de le voir enfin être performant. Les délais sont peut-être de minimum 2 à 3 ans. Pas seulement Rivière-Sens, c'est quasiment tout le territoire de Goubert, même les quartiers qui n'étaient pas touchés. Mais c'est dû à plusieurs raisons. Vous le savez déjà, ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Salo que nous ne distribuons pas de l'eau. C'est parce qu'aujourd'hui, la pluviométrie, même s'il fait froid, est très faible depuis des mois. On a un peu de pluie, mais c'est insuffisant parce que vous avez aussi un réseau qui est pourri, qu'on a engagé des travaux sur le territoire, mais ça prendra du temps. C'est aussi... on a aussi transféré une compétence dans une structure qui est bien plus loin que nous, qui n'a pas une visée sur Goubert, mais sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Donc c'est plus compliqué de satisfaire ce territoire, surtout quand nous partons avec beaucoup de retard. Nous n'avons pas un personnel qui est formé. C'est où, je le dis, on a assuré pendant longtemps son élection. C'est où on peut recruter sans concours. Donc vous avez cet héritage plombé. Vous avez aussi des agents qui n'ont pas le matériel de voiture, le matériel qu'il faut pour intervenir, qui se regardent. Donc c'est notre gabégie pendant des années. Donc j'assume cet héritage plombé. Mais ne demandez pas ce qui n'a pas été fait en 30 ans, en 3 jours. Voilà. Donc ce sera compliqué même en 30 jours. Donc il est évident, même si on est très loin, on avait les moyens financiers, il faudrait lancer les marchés. Et même si on lançait les marchés aujourd'hui, et c'est impossible juridiquement, parce que ça prend du temps, il y a une procédure, on est dans un état de droit, on n'aurait pas les entreprises pour régler. Juste pour vous dire, il nous faut du temps pour régler ce problème de l'eau. On n'a pas aujourd'hui le personnel, regardez très bien, qui intervient sur le territoire. C'est très souvent des sociétés privées, alors qu'on a le personnel. Autrement dit, c'est la double peine. On n'a pas le matériel, on n'a pas les moyens. Voilà, c'est ce discours de vérité qu'il faut tenir aux Guadeloupéens et qu'il faut assumer le travail qu'on n'a pas fait pendant des années. Et vous aurez, que vous voulez ou non, toujours des coupures parce que même quand il pleut, les réservoirs sont sous-dimensionnés pour contenir une période d'une semaine, encore des mois sans eau, sans pluie, sans activité, sans une pluviométrie conséquente. Voilà, c'est ça la réalité et il faut le régler au coup par coup et on le fait. Donc Goubert n'a pas cette compétence, mais le maire de Goubert avec son équipe distribue de l'eau, remplit les citernes publiques et aussi informe par les communiqués qui nous viennent du SMO et nous interpellons quotidiennement. Voilà, il faut simplement rappeler que actuellement dans le circuit de distribution de l'eau, les pertes sont de 63%. Ce qui est énorme, ça veut dire que quand vous payez une facture d'eau, vous payez normalement ces pertes, c'est 63% d'eau qui sont dans la nature parce que les réseaux ne sont pas en bonne actualité, en bonne maintenance. Et comme il a dit M. Edmond, ça prendra encore bien des années. Demain, de toute façon, comme tous les vendredis, nous avons notre rubrique de l'eau en toute sauce. On va revenir sur ces questions. Il est 13h29, deuxième pause. Et on se retrouve tout à l'heure avec Mme Lomba et Mme Evry-Luce, puisque ce sont les deux prochaines invitées. À tout de suite. Alors, entre-temps, il y a une nouvelle qui est arrivée. Elle s'appelle Camille Pourri. Bonjour. Bonjour. Chargée de la communication à la CCIG, c'est bien ça? C'est bien ça. On va en parler tout à l'heure. Pour l'instant, on va donner la parole à Mme Lomba parce qu'elle fait partie de ce collectif Parrains et Amis en soutien aux grands frères. Alors, les grands frères, depuis le 7 janvier 2022, c'est le texte qui est sorti en communiqué. Nos fils, nos maris et compagnons, 7 grands frères ont été interpellés et incasernés arbitrairement sous des accusations tout aussi fallacieuses et infondées les unes que les autres. Alors, donc, ce collectif, depuis quelques semaines, se bat pour que ces Timoun à Guadeloupe sorti la geôle. Madame Lomba, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ces grands frères? Parce que beaucoup de gens ne les connaissent pas. Voilà, déjà, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que les grands frères sont toujours incarcérés, déjà, puisqu'il y a eu beaucoup de bruit disant qu'ils étaient dehors, qu'ils sont dans la tête. Non, ils sont incarcérés de manière préventive en attendant que l'enquête se termine
pour qu'on puisse définir des chefs d'inculpation définitifs, puisque pour l'instant, il y a beaucoup de suppositions, de conditionnels par rapport aux chefs d'accusation. Donc nous en sommes là aujourd'hui. Alors qui sont ces grands frères? Ces grands frères, c'est Bwana, c'est Zébris, c'est Lilo, c'est Didier, c'est Bébé. Voilà, ce sont ces personnes. C'est O'Neill aussi. O'Neill. Voilà. Ce sont des pères de famille, des grands-pères aussi. Parmi certains, son grand-père, son papy. Qui sont des poteaux-mitants dans la rue, hein, des repères, des référents de rue, des travailleurs, des intervenants sociaux, d'accord, pour certains, soit par métier, soit par, on va dire, de fait, hein, dans les quartiers, et qui interviennent surtout en matière de réhabilitation de l'humain, ceux qui sont en rupture de lien social, en rupture de lien familial. Donc voilà où on se situe, ces grands frères. Donc qui avaient créé justement ce collectif de grands frères qui a été déposé en préfecture le vendredi, c'est-à-dire l'avant-veille de leur arrestation. Oui. Qu'est-ce qu'on leur reproche réellement? Complicité en bande organisée pour aller attaquer la fameuse aéroport qu'on n'a pas vu. Donc on est là. On est dans les suppositions, c'est ce que je disais. Oui. Alors, Corinne, vous connaissez au moins l'un de ses grands frères? J'en connais plusieurs. Plusieurs? Oui, puisque en tant qu'intervenante sociale de rue, hein, je fais partie des grands frères, mais grande sœur. Une grande sœur? Voilà, je suis une grande sœur. Donc, effectivement, j'ai eu à côtoyer certains d'entre eux, notamment, je n'ai pas parlé de Samuel Kraï. Qui est justement en train de faire une grève de la faim depuis le lendemain de son arrestation. Et on n'en parle pas. Silence radio sur les médias. Et je les connais. Pourquoi? Parce que aussi je suis organisatrice, la seule femme organisatrice de Sound System en Guadeloupe. Et ce sont des frères auxquels je faisais appel justement pour permettre l'insertion par la musique, comme Bwana le fait, comme Lilo l'a fait, comme Bébé l'a fait. Comme Zébris aussi était dans Zébris le Sound aussi, System. qui est mon mentor justement en matière de Sound System, puisqu'il est votre collègue aussi à Canal 10. Oui, c'est un réalisateur à Canal. Voilà, donc non seulement il est un référent, mais il aussi guidait au niveau socio-professionnel certains jeunes de son quartier et bien d'autres encore par rapport à leur insertion. Alors, ça veut dire que le collectif est vraiment, je veux dire, en train de s'activer un petit peu pour mobiliser, pour médiatiser un petit peu la situation? Alors, nous faisons une campagne de communication justement par rapport à nos actions, hein, notamment il y a déjà eu un assemblée la semaine de leur incarcération. Là, nous en faisons un second samedi 19 février à Petit-Bourg, pas loin du lycée. Donc, nous faisons aussi des interventions médias, puisque, comme vous avez pu le constater, il y a un silence assourdissant. Et il y a eu un silence assourdissant dès l'arrestation et jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. Donc voilà, donc nous cherchons à comprendre ce qui se passe. Des amalgames se font justement du fait de leur arrestation, dont notamment O'Neill a eu une affaire qui est passée avant-hier. Et à notre surprise, mauvaise surprise, hein, nous constatons qu'il y a eu mélange des gens en matière d'affaires. Donc, ce sont deux, je précise que ce sont bien deux affaires distinctes. Oui. L'affaire des grands frères et l'affaire qui concerne O'Neill. Voilà, pour O'Neill, c'est deux affaires distinctes. Ça n'a rien à voir avec les grands frères. C'est vraiment une affaire qui datait d'il y a 6 ans, qui a été examinée. Vous êtes en contact avec les avocats aussi? Alors, nous avons un contact avec les avocats. Eux-mêmes, ils sont comme nous, les informations de leurs nouvelles. On a succinctement des nouvelles. Et l'État noté, je reviens sur la situation de Samuel Kraï, qui est en isolement. Donc lui, on n'a pas de ça, on navigue à vue, on n'a pas du tout de ces nouvelles récentes.
Donc le rendez-vous c'est samedi 19 pour un samedi semblé. 19 à partir de 18h. Oui, quel est l'objectif du semblé? C'est de l'information? Alors il y a l'information, il y a de l'information, il y a les artistes qui soutiennent, qui peuvent intervenir. Tout à chacun peut venir aussi témoigner de l'impact qu'a eu ses grands frères, parce que on constate que le grand public en lui-même ne connaissent pas ce qui se passe, quel est le travail énorme qui est fait par ses grands frères. En termes de médiation sociale, c'est ça? En termes de médiation sociale, c'est-à-dire reconstruire le lien social et le lien social et le lien familial des jeunes qui sont dans la rue. Ben, Corinne, merci d'être venue. De toute manière, on est en contact avec d'autres membres du collectif. On aura l'occasion, après samedi, Oui, un dernier mot peut-être? Oui, juste un dernier mot. Alors, la famille d'O'Neill tient à préciser qu'il se réserve de poursuivre contre la diffamation par rapport à l'affaire d'O'Neill. Donc, ils tiennent à préciser cette information. Merci bien. 13h42, on se tourne vers Camille Poué. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous savez qu'on fait depuis 5 semaines maintenant une émission un petit peu spéciale. Chaque semaine, on reçoit une chargée de communication pour les lycéens qui sont à Basse-Terre, qui préparent le BTS de communication. Et donc, ils sont en train de vous regarder en ce moment. Et ils essaient de comprendre un peu ce qu'est le métier de chargé de com. Alors, vous êtes à la CCIG, c'est une structure un peu particulière. Quel est votre job réellement au quotidien? Alors mon job réellement au quotidien, déjà en amont, c'est d'accompagner aussi l'ensemble des services dans la structuration des offres, des actions qui vont être donc proposées à l'ensemble des ressortissants, puisque dès le début, finalement, la communication est impliquée pour pouvoir proposer ensemble les actions les plus adaptées possibles. Et ensuite, en fonction des objectifs qui sont définis et de la cible qui est définie, on va proposer des plans d'action. Oui. Communication. Alors moi, j'ai surtout une casquette digitale au sein de la CCI qui a explosé ces dernières années, et notamment aussi depuis la crise sanitaire qui nous a poussé à trouver de nouveaux moyens de communication. Et donc, le but, ça va être de trouver le bon message pour toucher la bonne cible via le bon canal de communication. Alors, je pose cette question à tous les communicants et communicantes qui sont venus ici. Qu'est-ce qui vous a poussé à être communicante ? Ah, qu'est-ce qui m'a... large question, effectivement. Ce qui m'a poussée, ça a été finalement un peu l'expérience terrain. Moi, je suis déjà d'une formation commerciale. Donc, IUT technique de commercialisation, puis un master business et administration, avec beaucoup de postes, responsable e-commerce, marketing digital. Donc, finalement, la communication, elle a toujours fait partie un peu de mes postes, mais pas forcément sur le devant de la scène. Oui. Et c'est avec les évolutions technologiques qui m'ont beaucoup intéressée, tout ce qui a été communication numérique, donc tout ce qui était les gestions des réseaux sociaux, tout ce qui était gestion des publicités, que ce soit Google, Facebook, etc. Tout ce qui a été aussi les notions d'emailing. En fait, ce qui m'a intéressée dans cette numérisation de la communication, c'était d'aller chercher les personnes ailleurs, d'aller aussi... finalement un peu plus chez eux, d'aller les trouver là où ils étaient, sur leurs loisirs, leur téléphone, etc. Et donc, c'est toutes ces évolutions, on va dire, technologiques qui m'ont énormément intéressée dans la communication et qui ont fait que j'ai switché un peu du commercial à la communication. Alors, il y a une jeune qui demande, est-ce que c'est un métier difficile ? C'est un métier difficile, c'est comme tout. Je dirais que c'est un métier complexe, ça c'est sûr, mais absolument passionnant. C'est un métier qui va demander de constamment sortir de sa zone de confort. C'est un métier qui demande à apprendre constamment de nouvelles façons de faire. Et qui n'a pas d'horaire. Qui n'a pas d'horaire. Fixe. Ça dépend, oui, bien évidemment, des événements qui peuvent se passer. C'est un métier qui demande de la flexibilité, aussi bien en termes d'apprentissage qu'en termes d'horaire, qu'en termes de savoir-être. Et ça, finalement, c'est quelque chose qui est absolument passionnant. C'est cette diversité-là qui est passionnante. Combien d'années déjà vous êtes dans la com ? J'ai une carrière d'un petit peu plus de 12 ans. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma carrière, on va dire 5 ans vraiment de spécialisation dans ce métier-là. Alors, est-ce que le digital, le numérique ont changé quelque chose dans votre vision de la com ? Bien sûr, ça a changé tout parce que quelque part, d'un coup, on ne se retrouve plus en tant qu'entreprise ou en tant qu'institution à devoir proposer et
les personnes qui regardent apprendre, on se retrouve un peu de l'autre côté. C'est l'utilisateur qui est le maître, en fait, maintenant. C'est l'internaute qui est maître de tout. Donc, il faut lui plaire. Et c'est finalement ce changement de position qui a été extrêmement intéressante avec le numérique. Et qu'il faut qu'on soit attrayant. Il faut qu'on lui donne envie de venir nous voir. Il faut qu'on réponde à un de ses besoins. Et donc aujourd'hui, l'utilisateur est au centre de toute la réflexion. Là où avant, c'était plutôt le produit ou le service qui était au centre de la réflexion. Et donc finalement, ça a changé complètement la position. Alors, il y a un phénomène nouveau aussi, ce sont les réseaux sociaux. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Quelle est l'utilisation que vous en faites? Comment vous gérez les réseaux sociaux, puisqu'on sait que les réseaux sociaux sont porteurs de fake news le plus souvent? Les fake news, ça, d'un point de vue de la CCI, on fait pas de l'information. Oui. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel on va avoir des problèmes. Et toutes les informations, en tout cas économiques ou à destination des ressortissants et des entreprises qu'on va communiquer, sont des informations, bien évidemment, qui viennent du ministère, de la préfecture, et qui sont complètement vérifiées. Oui. Maintenant, les réseaux sociaux, pour nous, c'est une certaine réactivité. Ça nous permet tout de suite de communiquer avec l'ensemble de nos abonnés. On a plus de 12 000 abonnés sur notre réseau social, notamment sur celui-ci. On en a d'autres aussi qui sont importants. Ça nous permet tout de suite d'être réactifs, de leur donner des informations en temps réel, de leur proposer des solutions en temps réel, de faire également des Facebook Live, donc de diffuser des vidéos. Donc pour nous, les réseaux sociaux, c'est une vraie valeur ajoutée en termes surtout de réactivité et d'apport de l'information. Une avant-dernière question. Un jeune qui vous regarde en ce moment, qui prépare son BTS de com, vous lui diriez quoi comme conseil? Je lui dirais bien sûr de se former, parce que c'est très important d'avoir des bases et des méthodes, mais je lui dirais aussi d'être curieux, d'être proactif, d'aller chercher aussi une valeur ajoutée. Formez-vous vous-même, suivez des influenceurs qui vous inspirent, allez regarder des webinaires en anglais, en français, de grandes boîtes qui vont parler de ces sujets-là, lisez des articles. Apporter une valeur ajoutée aussi à l'entreprise. N'arrivez pas simplement en disant « j'ai suivi un cursus communication, très bien, pourquoi toi et pas un autre ?» Spécialisez-vous, soyez curieux, allez chercher l'information. Oui. Et aussi passer les diplômes aussi. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit dès le début. Les diplômes vont poser la base, la curiosité vont ajouter la valeur ajoutée. Oui. Vous aimez ce job? Beaucoup. Beaucoup? Oui. Pourquoi? J'aime ce job parce que pas un jour se ressemble. Parce qu'aujourd'hui, je communique d'une certaine manière. Demain, qui sait ce que la société nous réserve, qui sait que les évolutions sociétales nous réservent, la communication sera forcément impactée. Et donc, j'ai hâte de voir les nouveaux challenges qui m'attendent. C'est compliqué, la communication avec les journalistes? Il y a la relation communicant-journaliste en général? Non, pas plus que ça. Chacun a son métier. Il faut savoir se laisser la place, justement, de faire son métier correctement. Et à partir de ce moment-là, tout va très bien. Merci Camille. Merci. Voilà, 13h49, on se retourne vers notre naturopathe habituel qui nous fait bien du bien. D'une manière générale, j'ai eu beaucoup d'échos. Personnellement, je suis passé par la cabine et j'ai vu les résultats. Et je confirme qu'effectivement, ça fait du bien, faire un peu de réflexologie. Alors, Edith, aujourd'hui, on parle de quoi? Bon, c'est vrai que lors de la dernière émission, nous avons parlé de réflexologie plantaire. Il y a eu beaucoup d'appels. J'ai eu beaucoup d'appels de personnes qui ne savaient pas effectivement que la réflexo pouvait faire autant de prouesses. Donc, on va dire la première émission, c'était édition numéro 1. Oui. Et là, nous allons poursuivre édition numéro 2 concernant la réflexologie plantaire. Donc, oui, Danick? Vous avez 10 minutes pour dire tout. 10 minutes pour... Donc, la réflexologie plantaire, comme je l'avais expliqué, c'est le fait de faire des points, des pressions, des réptations sous les pieds. C'est aussi, sous les pieds, nous avons des croisements de nerfs. Et ce sont ces croisements de nerfs que nous appelons les zones réflexes. Et ce sont ces zones réflexes qui correspondent avec nos organes. Donc, la réflexologie plantaire n'est pas, en tout cas, ma réflexo n'est pas un soin banal, c'est un soin thérapeutique parce qu'il va chercher l'encrassement et il va chercher là où se loge la maladie. Quand un client vient au cabinet, je ne lui demande jamais ce dont il souffre. Oui. Parce qu'avec les manipulations, déjà pour être un bon réflexothérapeute, il faut connaître les zones là où elles se situent. Il faut connaître aussi, trouver l'encrassement. Donc, quand on est un bon réflexothérapeute,
on sait déjà là où le symptôme se loge. Et c'est pour cette raison qu'à la fin de la réflexo, je demande aux clients quels ont été les ressentis. Il y a des gens qui me disent que ça a très bien été. On a aussi des ressentis sitôt la réflexo terminée, c'est-à-dire on peut avoir un petit frissonnement, on peut avoir envie de bâiller, on peut avoir très soif, très faim, on peut avoir aussi on peut s'endormir aussi. Je connais quelqu'un qui s'est endormi pendant la réflexologie plantaire et qui n'a pas ronflé. Et donc c'est une technique de massage, je dis, qui est vraiment bien pour le corps. C'est une technique de soin qui est préventive et elle maintient le corps dans une bonne santé. Il faut savoir que quand je fais la réflexo, il y a des gens qui ont mal sous les pieds. C'est-à-dire que sous les pieds, il y a un taux d'encrassement très important. Et quand je suis sur une zone là où l'encrassement est important, ce client ressent la douleur. Elle est vive. Et tant que je n'ai pas fini de dissiper cet encrassement, cette personne ressent la douleur. Et donc, et ça voudrait dire aussi que la zone là où ça fait mal, c'est-à-dire la zone correspond à l'organe. Et à la fin de la réflexologie plantaire, je dis par exemple aux gens, avez-vous par exemple une inflammation urinaire, avez-vous observé les urines et tout ça. Maintenant, la clé de la santé se loge aussi, non seulement dans la réflexologie plantaire en tant que médecine naturelle, mais aussi, je dis toujours, la clé c'est l'écoute du corps. En nous coûter qu'à corps, en nous qu'à dit nous. C'est-à-dire, vous avez un lot de toxines dans le corps important. Un lot de toxines important égale un lot d'inflammation, égale une mauvaise circulation. Qui dit mauvaise circulation dit mauvais fonctionnement des nerfs et mauvais fonctionnement des vaisseaux. Donc, ça signifie qu'il y a une maladie, il y a un symptôme, une maladie qui vient s'installer. Donc, quand le client il a mal en dessous de ses pieds, ou alors il ressent une chaleur, il doit s'inquiéter à savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est l'organe ou les organes qui disent, voilà, nous sommes embrigadés dans les toxines qui se sont positionnées sous les pieds, et donc on ne peut plus fonctionner parce qu'on n'est pas bien oxygéné, il n'y a pas une bonne circulation sanguine, il n'y a pas une bonne circulation lymphatique, et donc on commence à avoir des engourdissements, on peut avoir des crampes musculaires, on peut avoir mal au tendon, une inflammation au tendon. Pourquoi ? Parce que nous avons une grosse inflammation, et donc voilà. Donc faire la réflexologie plantaire, c'est venir décongestionner les zones réflexes qui sont vraiment embrigadés dans les toxines, de manière à redonner la santé à cette personne et de manière à relancer sa vitalité et aussi de manière à relancer la circulation sanguine et lymphatique. Donc, ma réflexologie plantaire, je répète à nouveau, ce sont des formations que j'ai faites en Indonésie et qui vraiment sont des soins qui sont thérapeutiques. Maintenant, la réflexo, elle est bonne pratiquement pour tout le corps. Il faut savoir qu'après la réflexo, pendant 3 semaines, on peut avoir des ressentis. Par exemple, on peut avoir un jour une grosse diarrhée. Parce que n'oublions pas que la réflexo détoxifie le corps. Il aide le corps à se nettoyer, mais en apportant, en buvant plus d'eau, en augmentant son taux d'hydratation. Et donc, quand on rejette tout ce qu'il y a de pas bon dans le corps, c'est aussi une manière de relancer l'immunité dont on parle beaucoup depuis quelque temps. Il faut savoir que après la réflexologie plantaire, on peut avoir les urines qui ont une odeur très forte. On peut avoir les urines qui ont aussi une couleur très orange. On peut avoir les selles qui changent d'aspect. On a aussi la sueur, l'odeur de la sueur, des aisselles qui peuvent être très fortes parce que les toxines ont envie de se libérer, elles ont envie de partir, elles cherchent des endroits à sortir. On peut avoir aussi des boutons sur le visage. On peut être de mauvaise humeur un jour, on peut avoir envie de pleurer parce que c'est une technique de soin qui réagit et sur le plan physique, mais beaucoup sur le plan psychique. J'ai beaucoup de jeunes qui vont au bac, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent aussi. Et donc, c'est une technique de soin qui permet aussi, entre autres, de soigner l'infertilité
parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, mais aussi, comme je dis, la réflexologie plantaire ne fait pas des miracles. Ouais. La réflexo soigne le corps, mais ne guérit pas la maladie. C'est-à-dire, la réflexo permet au corps d'avoir sa vitalité, de retrouver son énergie. Et un corps en vitalité, un corps en énergie, c'est un corps qui va de mieux en mieux. Et donc, à l'issue des réflexologies plantaires, maintenant, je propose un protocole. Chez le médecin, on dit l'ordonnance. Chez le naturopathe, on dit le protocole, pour pouvoir mettre un soin adapté aux symptômes dont cette personne souffre. Voilà. Bien, je pense qu'il y aura encore des choses à dire. Il y a un numéro de téléphone qu'on a vu et j'imagine que le téléphone va encore sonner et que le carnet de bord va être encore très plein pour les jours qui viennent parce que c'est difficile d'avoir un rendez-vous chez vous, Edith. Oui, il faut compter 2 à 3 mois pour un rendez-vous. Waouh. Voilà, 13h57. Rapidement, la chronique S2M, elle était attendue depuis la semaine dernière. Cette fois-ci, on ne va pas l'oublier et on va retrouver notre amie Sandy. Sandy, tout de suite, c'est parti pour sa chronique S2M. Bonjour à tous. Vous allez voir, nous allons retrouver notre chronique S2M présentée par notre très chère Sandy, qu'on a plaisir à retrouver le jeudi. C'est magnifique. Alors Sandy, bonjour. Bonjour Naïla. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va. Bonjour les étoiles. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Voilà, alors aujourd'hui, je vous ai réservé un focus sur 2 de mes rubriques, donc beauté et actu showbiz. Voilà, et pour la première rubrique, Naïla, je reçois Maëva. Ouais. Donc Maëva Lifestyle, qui est esthéticienne, maquilleuse et qui est également ma maquilleuse. Bonjour Maëva. Voilà. Bonjour Naïla. Un plaisir de te rencontrer. Et plaisir partagé. On va dire main de fée. Oui, c'est ça, le coup de pinceau. Le coup de pinceau. Donc voilà Maëva, est-ce que tu peux te présenter, en tout cas pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors déjà, Sandy, je te remercie de me recevoir sur le plateau à la chronique S2M. Vraiment, merci Neila également. Écoute, donc je suis une esthéticienne maquilleuse. Voilà, tu es également l'une de mes glamuses. Glamuse, pourquoi? Parce que voilà, mon nom est Glamour by Maëve. Quand vous recherchez sur Instagram, sur les réseaux, voilà, vous pouvez également taper Maëve Lifestyle pour me retrouver. Voilà, donc c'est une passion que j'exerce depuis pas mal d'années, mais je me suis perfectionnée il y a peu de temps. Et puis voilà, je m'amuse avec toi, ma glamuse. Super. Et moi, si je t'ai invitée, Maëve, c'est surtout parce que la Saint-Valentin approche. On a toutes envie d'être canon pour ce jour. Et oui, on sait, c'est tous les jours la Saint-Valentin. Mais là, ce jour en particulier, Naïla, on a envie d'être canon. Ah, ça, c'est clair. Et puis, avec le masque, c'est plus compliqué. Donc, on dit qu'il faut mettre les yeux en valeur. Est-ce que Maëve, tu peux nous donner une petite astuce, quelque chose qui pourrait nous faire briller encore plus ce jour? Ah oui, écoutez. Alors du coup, mon astuce sera de mettre donc une petite touche de lumière donc au niveau des yeux. Donc les yeux, je vais retirer mes lunettes. On a la démo et tout. Wow. Voilà, donc c'est fait à l'arrache. Donc en fait, pour que vous puissiez comprendre, donc vous avez ici la paupière fixe, donc c'est la partie qui est juste sous le sourcil. Ensuite, vous avez ici la partie mobile, d'accord? Donc, je vous propose juste, mesdames, de mettre une petite touche de lumière ici dans le coin interne de l'œil. Donc ici, c'est le coin interne, on a le coin externe. Et entre les deux, on a le pli palpébral, entre la paupière mobile et la paupière fixe. Donc, je vous propose de mettre juste une petite touche de lumière, voilà, pour pouvoir illuminer votre regard si vous ne savez pas vous maquiller. C'est très simple à faire, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter une petite touche de fraîcheur, donc un teint bien fait. La petite astuce pour le teint est de le mélanger avec la crème hydratante, comme ça permet d'avoir moins de matière, que ce soit plus fluide. Un peu de poudre libre aussi. Voilà, la poudre libre permet
de garder le côté fluide, pas trop paqué, pas trop amassé, voilà. Une touche de blush, plutôt un teint un peu chaud, voilà. Un peu de highlight, voilà. Si vous ne savez pas utiliser d'eyeliner, mesdames, n'en mettez pas. Du mascara, c'est très bien. Ne vous aventurez pas dans les débats que vous ne savez pas utiliser, voilà. Mais en tous les cas, la petite touche de lumière est peut-être soit de ton un peu argenté, rosé ou doré, mais avec une petite touche il faut que ça scintille un peu quand même. Voilà, donc il faut pas en mettre, vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur toute la paupière, juste dans le coin interne, ça suffit. Et puis pour terminer, voilà, un beau rouge à lèvres matin, vu qu'on met le masque avant de rentrer. Sans transfert, voilà. Je suis obligée de mettre le masque avant d'arriver. Courant, hein? Ben oui, au bout d'un moment. Oui, bon, mais c'est super. En tout cas, merci pour cette petite astuce. Hein. Donc, on va essayer de mettre ça en pratique, hein, Naïla. On va essayer de bien faire. Je veux voir les photos. Surtout pour son Valentin. Oui, on va arriver là. Voilà. Vous m'envoyez les photos, hein? Oui, promis. Super. Merci en tout cas, Maëve, pour cette petite astuce qu'on ne manquera pas de mettre en exergue. En tout cas, voilà. Alors, deuxième rubrique. Donc, ce sera avec l'actu showbiz. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai eu le plaisir de recevoir en plein air un artiste que j'aime beaucoup. Donc, c'est Silverman. Donc, je vais vous inviter plus ou moins à visionner notre interview. Voilà. À tout de suite. Yeah. Na 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 yeah. Woo. Baby, tu go love all la tellement douce. You do tu go love all la tellement douce. I got love all la tellement douce. Oh my baby, drive me crazy. Je suis très contente vraiment de te recevoir dans la chronique S2M. Bien pareil, le plaisir est partagé. Très bien. Alors Sylvain, est-ce que tu peux te présenter de façon succincte, en tout cas pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Silverman, donc un artiste afro-caribéen, auteur, compositeur, interprète. Donc, je suis leader vocal du groupe West In Discover, avec Milel Pajaniandi et Greg Dicky. Et également leader de la formation, l'un des leaders vocaux de la formation Tempo Classique. Ouais. Ok. Et moi, si je t'ai invité, c'est surtout parce que tu as une actu très bientôt. Exactement. Et en plus, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. All right. Est-ce que tu peux nous en parler? Yes, sans problème. Alors, le 14 février, vous pouvez nous retrouver à l'établissement Galets Beach à Bouillante pour une soirée, pour une soirée Valentine. Donc, pour tous ceux qui connaissent le concept West In Discover, vous savez qu'on va redécouvrir ensemble la culture musicale caribéenne. Mais là, étant donné le concept, tu sais déjà que ça va être un peu sensuel. Ça va être un peu plus sensuel, exactement. On va adapter le répertoire. Okay. Tout à fait. Ben écoute, tu nous donnes envie vraiment d'y venir, en tout cas, cette presta. Oui, je vous convie nombreux parce qu'on a été privé en fait d'événements pendant un bon moment. Et donc ça va être l'occasion de se retrouver autour de notre culture et de partager un moment fort. Étant donné toi-même qui as déjà participé à nos événements, tu sais que que c'est toujours le partage et le love est toujours présent. C'est sûr. Donc du coup, c'est vrai, c'est comme une reprise en tout cas le 14 février. Est-ce qu'il y a d'autres dates déjà de prévues? Est-ce qu'il y a d'autres choses un peu en backstage? Alors effectivement, on est en train de bosser sur pas mal de rendez-vous. Les personnes qui nous ont découvertes l'ont fait à l'appart, à Jarry. Et en fait, on a l'intention de remettre un rendez-vous régulier justement pour pouvoir partager de manière très très régulière dans un lieu encore plus chill et avec un concept encore plus bad. Mais pour le coup, je vais pas commencer à dévoiler tout de suite. Voilà, je vais vous inviter déjà à nous suivre donc sur Instagram, West In Discover. Je répète, West In Discover. Et vous pouvez me suivre également sur Silver L6.
Là, en fait, c'est vraiment le lieu où on pourra se donner rendez-vous. Vous serez informés à la fois de notre mood. Vous pourrez participer puisqu'on a l'intention aussi de, comment dirais-je, vous savez comme on adapte vraiment notre répertoire. On aime bien faire participer aussi les personnes. À savoir, il y a des classiques qui vous pètent, ça vous aimeriez entendre ces classiques-là. Eh ben on est là, on propose ça en fait, on propose une alternative, on propose quelque chose dessus. Donc c'est une manière pour nous d'interagir aussi avec les personnes qui nous suivent. Mais vraiment, puisque justement, comme tu le disais, moi j'ai eu l'occasion d'assister à une de vos prestations et les classiques que vous avez repris, franchement, l'ambiance, elle était tout de suite, on était bien, parce qu'on a effectivement redécouvert certaines chansons, certains morceaux, avec votre touche de West Indies Cover, et c'était vraiment top, quoi. C'est bien ça, effectivement. Je pense qu'il n'y a pas de description plus fidèle en fait à ce qu'on fait. On est vraiment dans la redécouverte de classiques. Donc la dernière fois quand on s'est vu, il y avait du Gilles Floro, il y avait du Saint-Éloi, du Francky Vincent, voilà, et le tout en fait reversé, Focli, effectivement. Donc on fait pas d'impasse en fait. On a du traditionnel vraiment. On peut basculer en fait même de la dancehall sur de la begin, du hip-hop. En fait, on est vraiment très large et vraiment dans une affirmation en fait de notre culture. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous faire, en tout cas pour les téléspectateurs, Silver, quelques notes? On ne peut pas recevoir un artiste comme Silverman et ne pas avoir un petit refrain, quelque chose. Baby, Tigo love, on l'a tellement douce. Doudou, Tigo love, on l'a tellement douce. Adka love, on l'a tellement douce. Oh, my baby, drive me crazy. Ouais! Right. Super, Sylvain. En tout cas, je te remercie. J'espère te recevoir à nouveau dans la chronique S2M. En tout cas, ce serait avec plaisir. Oui, ce serait un plaisir partagé. Permets-moi aussi de communiquer un petit peu, puisque j'ai fait part de mon activité avec West Indies Cover, mais je suis également le leader vocal de Tempo, comme je le disais. Et on est sur la préparation d'un petit single qui va faire du mal même en février, donc le 14 février. Je ne dis pas plus, mais on se tient informé sur les réseaux. Pareil, Tempo Classic Live. Donc vous pouvez suivre tous les membres de Tempo Classic Live. Jérôme Castri, Karine Verger, Cristal, Milèle Pajaniandi, Claudie Duliveau, Jean-Michel Lesdel. Voilà, c'est une équipe qui fonctionne vraiment du peu de Dieu. Je les ai d'ailleurs rejoints pour pouvoir continuer ma progression. Et donc je peux vous donner rendez-vous le 14 février pour la sortie du single du groupe. Au-delà de ça, je suis aussi sur la préparation d'un album qui arrivera durant la période estivale si tout se passe bien. Et donc voilà, nous quand tout est fait. Il y a des choses là qui se préparent. Exactement. Il y a du lourd. Exactement. Alors merci à vous, c'était Sandy pour la chronique S2M et aujourd'hui je recevais Silverman, vraiment très belle rencontre avec Silver. Alors vous pourrez retrouver justement l'actualité de la chronique sur Sandy Kelly officiel Instagram et chronique S2M Facebook, et vous pouvez également suivre l'actualité de Silverman sur Insta. Silver L6. Voilà. Et je vous dis à très vite. Right. Shakila Poudo Pakachaye, so doudou manay. Nous fait la guerre, nous fait la paix, mais nous fait l'amour, ça pipade. Alors j'ai vraiment kiffé cette interview avec Silverman. Franchement, c'est un artiste super authentique. Justement, Maëve, elle était présente, donc elle peut en témoigner. C'était vraiment un très, très bel échange. Donc n'oubliez pas les deux dates, ces deux prochaines dates. Donc le dimanche 13 au Café Papier, à l'immeuble Magique à Jarry. Et le 14 février au Galette Beach, à rue Labbé, en Sassable, à Bouillante. Donc voilà, je te remercie. Alors on y sera, oui, bien sûr. On a même déjà invité Naïla, donc elle est dans le wagon. Oui, je serai là. Voilà, donc en tout cas Maëve, je te remercie pour ta venue dans la chronique S2M. J'espère te retrouver très bientôt. Je vous dis à bientôt. Vous pourrez retrouver l'intégralité de l'actualité de la chronique Naïla sur Sandy Kelly officiel Instagram et chronique S2M sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, les étoiles, et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de briller. Et n'oubliez pas de la contacter. C'est ça, au 06 90 240 700. Vous pouvez me contacter pour vos bons plans, vos projets à mettre en lumière. Ce sera avec plaisir. Merci pour cette chronique. Merci Maëva. J'ai beaucoup appris. J'essaierai de faire la technique en lumière. On attend les photos. Hein. Ouais, on fera plaisir à beaucoup de personnes qui nous regardent. Surtout. Donc, à très bientôt. À très bientôt. Merci Naïla. Merci beaucoup.
Voilà, effectivement, 14h, 11h. Alors, bien sûr, vous avez compris que c'était une chronique qui avait été enregistrée avant la Saint-Valentin, le Saint-Valentin, et que les dates données n'étaient plus d'actualité. Mais enfin, il fallait quand même passer cette chronique pour le maquillage et puis pour donner une petite force à cet artiste qu'on a vu. Je rappelle très rapidement, parce que nous sommes en retard. Donc, on a reçu Michel Geoffroy, le nouveau président de l'université Antilles. Il était avec nous, il nous a donné un petit peu sa marche à suivre, son plan, on va dire, sa feuille de route. Ensuite, Yvel Marie, qui est administrative nationale de la MGN, mais aussi secrétaire de la mutualité française, était avec nous. Edith Evrilus, naturopathe, pour les gens qui sont fans de réflexo, et c'est nécessaire, on peut dire ça, ils font un coup, il n'est pas mauvais. Avec Corinne Lombard, on a parlé des grands frères, les 7 grands frères qui sont en prison en ce moment, et pour des raisons, pour une interrogation, les avocats sont sur le dossier qu'on veut transférer à l'étranger, enfin en Martinique notamment. Camille Pourrier, chargée de communication de la CCIG, était aussi notre invité en relation avec les étudiants de BTS-Com de Gerville-Réache. Et on a terminé avec Sandy Kelly et sa chronique SDM, qui est un petit peu été petit moins gâté, mais enfin, il y avait du bon quand même dedans. Sinon, la grève de la faim de Dolomo, on en a parlé dans l'actualité avec Olivier Félix. Les chiffres clés sur l'eau, toujours encore Olivier Félix, est-ce qu'il y a question de l'eau? Olivier est toujours présent. Et la réponse de Claude Edmond sur les problèmes de l'eau à Gouverne, ce sont des problèmes réels, mais Claude Edmond le dit. Effectivement, il faut attendre un petit peu. Alors, un rendez-vous, un numéro de téléphone à donner, celui des grands frères pour être le comité de parents, amis de soutien aux grands frères, c'est le numéro 690 75 18 48 ou 65 48 08, je répète, 0690 65 18 48 ou le 65 48 08. Et nous, quand voyons François Bayon, on sait que Nian qui était ici avec nous à Canal et qui a gardé nos sous, moi, qu'on est là, nous, on dit, big up. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, rendez-vous à partir de 13h. La réalisation était, depuis hier soir, c'est notre ami number one Jordan qui a porté manœuvre. Hier soir, c'était sur les masses. Si vous avez raté, allez sur le Facebook. Vous verrez, c'était un très bon débat. Voilà, il bout de coup aujourd'hui là, à demain, à même là.